La poésie a longtemps été un genre extrêmement codifié. Elle devait répondre à des critères précis au niveau des thèmes qu'elle abordait et de la forme qu'elle prenait. Mais à partir du XXe siècle, on assiste à une déconstruction des critères dans tous les domaines artistiques. Ce qui nous amène à ce texte, Le Croissant du trottoir, un poème de Philippe Delerme. C'est un poème en prose, un genre reconnu aujourd'hui, mais dont les critères sont difficiles à définir, puisque généralement on identifie un texte poétique grâce à sa forme, les vers, les rimes. En poésie, en prose, on n'a pas ça. Donc, on est un peu à la limite de ce qui se trouve être un objet poétique, et c'est ce qui rend son étude intéressante. Philippe Delerme a écrit beaucoup de poèmes en prose. Il est né en 1950, c'est un poète contemporain, et il a publié en 1997 ce recueil intitulé La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Encore l'année dernière, il a publié autre chose, L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent. Ces deux titres de recueil montrent bien son projet. Finalement, ce qu'il cherche à faire, c'est étudier nos gestes, notre quotidien, et en faire des objets poétiques. On va voir que c'est tout à fait cohérent avec ce texte, que je vais vous lire à présent. Le croissant du trottoir. On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien, on s'est habillé, faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une méticulosité d'horloger. Voilà, on est dehors, dans le bleu du matin ourlé de roses. Un mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage de fumée à chaque expiration. On existe, libre et léger sur le trottoir du petit matin. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Kerouac, main dans les poches, on a tout devancé. Chaque pas est une fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment. Je vais m'arrêter là pour la lecture. Vous savez que normalement, on continue jusqu'à ce qu'on vous dise d'arrêter. La question qu'on va retenir pour l'étude de ce poème est la suivante. En quoi ce poème mêle-t-il le banal et l'extraordinaire? Au niveau des mouvements, on peut identifier trois mouvements qui suivent globalement le rythme des paragraphes. Le premier mouvement serait le premier paragraphe qu'on pourrait intituler Un trajet perçu comme une aventure. Le deuxième, de la ligne 7 à la ligne 12, La complicité de l'aube. Et le dernier paragraphe, dernier mouvement, La sensation d'un accomplissement. Ce qui frappe tout d'abord dans la lecture de ce poème, c'est l'utilisation du pronom on, qui est le premier mot du texte. On s'est réveillé le premier. Le on a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, il donne presque un aspect un petit peu enfantin au texte, ce qui va pouvoir rejoindre plusieurs éléments dans le texte. Ensuite, ce n'est pas un pronom habituel pour une narration. Généralement, on va retrouver très souvent le je ou le il, elle, mais pas le on. Parce que c'est un poème, c'est un pronom particulier. Il ne désigne pas une personne en particulier, mais il peut désigner un ensemble de personnes. Donc, il est singulier tout en ayant une saveur un peu plurielle. Il ne désigne personne de particulier, donc il désigne un peu tout le monde aussi. Donc c'est vraiment un pronom spécial, et finalement, en l'utilisant, Philippe Delerme montre bien que ce qu'il cherche à faire, c'est nous renvoyer à notre propre expérience, à notre intimité. Finalement, Philippe Delerme ici n'est pas plus narrateur que nous, le lecteur. Alors, le début du premier paragraphe ancre le contexte. On est un matin, on s'est réveillé le premier, et on a une succession d'actions qui nous mènent dehors. Ces actions sont agrémentées de deux comparaisons, une prudence de guetteur indien, une méticulosité d'horloger, qui montre le soin de la personne qui parle pour sortir sans réveiller les autres, a priori. Cette arrivée dehors est symbolisée par le mot voilà, qui est donc une phrase extrêmement courte et qui fait presque office de porte d'entrée finalement, puisqu'on passe d'un milieu à un autre. On était dedans, on arrive dehors. Ensuite, on a très vite donc la mention de perception. Philippe Delerme nous renvoie à nos perceptions. D'abord en parlant de couleurs, bleu, rose, mais aussi du froid. Donc tout ça nous ancre toujours dans un contexte. Nous sommes tôt, très tôt, a priori. Il fait froid et le soleil n'est pas encore vraiment levé.
Donc ces perceptions vont s'accompagner dans la suite du premier mouvement d'un sentiment croissant de liberté. La liberté, on la voit tout d'abord avec le mot libre, tout simplement, qui apparaît ligne 4, mais aussi avec d'autres éléments qu'on va voir un peu en détaillant. Ensuite, on a donc l'objectif de cette sortie qui est clairement défini par cette phrase. Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Nous savons que ici le narrateur, quel qu'il soit, cherche à se rendre à la boulangerie et que ce trajet représente un plaisir pour lui. On le sait grâce au mot tant mieux. Ensuite donc, on a une première comparaison assez loin, une référence littéraire qui renforce l'idée de liberté. Kerouac, Main dans les poches. Kerouac, c'est un auteur américain qui a publié notamment Sur la route, un ouvrage qui raconte un road trip et donc qui a beaucoup travaillé sur l'idée de liberté. Donc on a cette première référence qui fait penser à la liberté. On a aussi l'idée du plaisir dans Chaque pas est une fête, qui montre le plaisir qu'on éprouve à faire ce trajet, que vraiment c'est un instant à part. Ce qui tout de suite est un peu étrange, on sent tout de suite une contradiction ici parce que finalement c'est quelque chose de banal ce qui est en train de se passer. Quelqu'un sort dans le froid pour aller à la boulangerie, et pourtant il en éprouve un plaisir très prononcé. Chaque pas est une fête, on a presque une hyperbole ici. Ensuite, on se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant. Cette comparaison, encore une fois, souligne l'idée de liberté, puisque finalement l'enfance ici c'est l'insouciance, le marcher sur le bord du trottoir, faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens, mais les faire simplement parce qu'on a envie de les faire. Et finalement, ce matin-là, dans le froid, de cette façon-là, le narrateur peut éprouver à nouveau cette insouciance et cette liberté de l'enfance. Enfin, à la fin de ce premier mouvement, on a cette idée d'un instant volé, cette maraude que l'on chipe au jour. Donc on a l'idée d'un narrateur qui est spécial, puisqu'on le voit, c'est souligné par le complément circonstanciel quand tous les autres dorment, qui montre bien que le narrateur est le seul ici à être réveillé et qu'il est en train de vivre un instant vraiment particulier et qui lui procure un grand plaisir. Un plaisir qui est presque disproportionné par rapport à la réalité de ce qui se passe. Le deuxième mouvement, on va voir que ce côté spécial du narrateur va être tout à la fois nuancé et souligné. Tout d'abord avec, au tout début du deuxième mouvement, presque tous. C'est-à-dire finalement, tout le monde ne dort pas vraiment. Le narrateur n'est pas seul, il n'est pas unique. Alors, dans le deuxième mouvement, le narrateur atteint la boulangerie. Et on a à nouveau des perceptions qui viennent se mêler à sa narration. La lumière chaude, la chaleur, le reflet d'ambre et la buée, qui sont des éléments qui sonnent à la fois qui font de la boulangerie un lieu idéal, presque une sorte de cachette au trésor, et en même temps un lieu assez réaliste, avec la buée notamment. On remarque aussi que le narrateur semble conscient lui-même que son regard idéalise tout ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il parle de lumière chaude de la boulangerie, mais tout de suite il se reprend, avec donc ici une épanorthose, il se corrige lui-même, c'est du néon en fait. Mais l'idée de chaleur lui donne un reflet d'ambre, le narrateur est conscient que c'est le regard qu'il porte sur les choses qui les sublime. Ensuite apparaissent deux personnages qui seront les seuls autres personnages de cet extrait, la boulangère et le boulanger. Et on voit que ces deux personnages vont traiter le narrateur d'une façon particulière, c'est ce qui nous a amené à nommer ce paragraphe, ce mouvement complicité de l'aube. Et donc le narrateur à la fois est quelqu'un de banal, mais il est aussi quelqu'un de particulier. À la ligne 10, on a une phrase au discours direct, la seule du texte, placée à peu près au milieu, qui vient donc apporter un certain dynamisme dans l'extrait, et qui est aussi particulière puisque c'est une phrase extrêmement banale. 5 croissants, une baguette moulée pas trop cuite, c'est une phrase d'absolument tous les jours. Donc, on a un dialogue constant entre l'extraordinaire et le strictement banal. Ensuite, donc l'apparition du boulanger et une autre comparaison vous salue comme on salue les braves à l'heure du combat, ce qui apporte quelque chose d'un peu solennel finalement, et ce qui montre que voilà, il y a une sorte de solidarité entre personnes qui se lèvent tôt, et que donc le narrateur bénéficie de ce privilège finalement que lui accordent la boulangère et le boulanger. La boulangère parce qu'elle s'adresse à lui avec enjouement, à la ligne 8, et le boulanger parce qu'il le salue particulièrement. Bon.
Donc cette solidarité est là, mais dans la suite, le narrateur se retrouve à nouveau seul. Il y a encore un changement de milieu. On est passé du dedans au dehors, puis à la boulangerie, et maintenant c'est le chemin du retour. Donc ce narrateur se retrouve seul, et dès le début du troisième mouvement, il souligne l'idée que la marche du retour ne sera pas la même. Alors, ce qu'on peut voir, c'est déjà que, en fait, ici, c'est comme si le narrateur était allé dans sa cachette au trésor et avait retiré son trésor, les croissants, la baguette, euh, et que maintenant, du coup, forcément, le retour est différent. Donc, l'idée de liberté est à nouveau évoquée, mais comme si elle avait été diminuée. Le trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude. Le mot coincé ici est assez parlant, dans cette idée que finalement, comme si le narrateur était encombré et qu'il ne pouvait plus avoir vraiment son insouciance d'enfant, son idée de Kerouac, voyageur, aventurier. Finalement, cette idée-là est maintenant plus trop possible, puisque voilà, le narrateur est chargé par son fardeau. Bon. Et là, il y a à nouveau une rupture dans le texte avec la conjonction de coordination mais. Elle est placée en tête de phrase, ce qui est plutôt impropre en général. Une conjonction de coordination doit être à l'intérieur d'une phrase et pas au début. Donc ici, sa position marque bien le côté rupture. Finalement, cette idée de la liberté qui a été affaiblie va être contredite maintenant. Mais on prend un croissant dans le sac. Là, à nouveau, Philippe Delerme fait appel à nos sensations. Il évoque la tiédeur, la mollesse de la pâte, toujours le froid, et il va y avoir à nouveau une comparaison qui va être cette fois-ci extrêmement poétique. Parce que tout simplement, croquer dans un croissant, c'est quelque chose de banal, mais ça va devenir vraiment extraordinaire. Donc ici, lignes 15 et 16, finalement, en une seule phrase, le banal et l'extraordinaire s'entremêlent. La petite gourmandise crée une sorte de mise en abîme. C'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge. Ici, tout se mélange. Le matin d'hiver, le croissant, le narrateur et son environnement. Cette idée de grand plaisir, finalement, est soulignée aussi par l'énumération four, maison, refuge, qui est une énumération basée sur la chaleur, le four qui transmet une chaleur concrète, la maison et le refuge ici une chaleur plus humaine, et avec le refuge une chaleur encore plus protectrice. Donc c'est ici un plaisir sensitif, un confort finalement, qui est souligné aussi par la phrase suivante, la mention de couleur, à nouveau, tout imprégné de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Ici, la symbolique de ces couleurs est assez évidente. Le bleu et le rose ont déjà été mentionnés le matin. Le blond fait référence au croissant, mais aussi peut-être à cette idée qu'on est illuminé de l'intérieur par ce plaisir, peut faire penser aussi à cette idée de chasse au trésor et le trésor qu'on a obtenu grâce au croissant. Et le gris serait simplement le trottoir, l'environnement de la ville autour du narrateur. Donc on a ici un plaisir très sensitif et souligné par ces comparaisons successives. La dernière phrase, quant à elle, transmet une sensation d'accomplissement, qui est la raison pour laquelle on a intitulé notre dernier mouvement « La sensation d'accomplissement ». Le jour commence, le meilleur est déjà pris. L'idée que ce moment particulier, ce moment intime que vit le narrateur est un de ses moments préférés dans la journée, tout simplement. En conclusion, on pourra dire que ce poème mêle le banal et l'extraordinaire parce qu'il les confond. Le banal devient extraordinaire, et l'extraordinaire devient banal. On peut parler d'une vraie alchimie poétique ici, qui fait donc évidemment penser à Baudelaire dans le parcours de cette année, notamment aussi parce que Baudelaire a écrit lui-même en prose. Il a publié son recueil Petits poèmes en prose, et donc ici finalement, Philippe Delerme, en décortiquant des moments précis du quotidien et en faisant des choses extraordinaires, continue cette espèce de tradition poétique finalement.